Aujourd'hui, on va parler du fait d'apprendre à recevoir le non, l'idée un petit peu d'aller se confronter, d'aller chercher toujours plus loin pour obtenir des non. Ça va recevoir le non et vous allez voir que ça va bien plus loin que ça. C'est pas juste effectivement prendre des coups, mais c'est grandir grâce à ça. Mais l'idée de la confiance, c'est pas j'ai confiance donc j'agis, c'est plutôt j'ai confiance car j'agis. Et je crois que cette phrase, elle résume tout l'épisode. Donc si vous voulez, vous n'avez pas le temps, vous pouvez raccrocher. Mais tu vois, c'est pareil que dire ah non mais moi le non je peux pas recevoir un rejet donc je demanderai. Mais t'as même pas goûté les petits pois dans l'assiette quoi. Tu vois, tu peux pas dire que t'aimes pas. J'entends beaucoup ça, des gens qui disent non mais moi de toute façon j'ai pas de réseau. En fait c'est hyper faux parce que t'as déjà tous tes proches. Eux-mêmes connaissent des gens qui travaillent dans des entreprises différentes, qui peuvent eux-mêmes aussi connaître des gens qui peuvent être intéressés. Donc déjà, tu as tout ce réseau personnel. Ok, il y a un éléphant dans le salon. Oh, regarde, il est là. T'as vu, on a fait le tour de l'appartement. Il y a un éléphant ici. C'est cool. C'est très bizarre. Mais au moins, tu l'as vu. Et si t'es ok, ben, est-ce qu'il peut rester là, l'éléphant? Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui dit oui au non. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du fait d'apprendre à recevoir le non. Wesley, c'est quelque chose que tu expérimentes depuis plusieurs semaines maintenant. L'idée un petit peu d'aller se confronter, d'aller chercher toujours plus loin pour obtenir des non. Donc, est-ce que tu veux devenir un peu sadomasochiste du non, Wesley? Obsédé, oui. Sadomasochiste, non, je dirais pas jusque-là. Mais c'est un sujet que j'adore et je me suis... on m'a remis dedans, à savoir l'équipe avec laquelle je bosse, là, le mastermind, toute l'équipe de Daria et Sébastien avec qui j'ai fait le Next Chapter. Enfin les deux Next Chapter pour le coup, et là on a un mastermind en ligne et en ce moment on bosse justement sur le rejet, le rapport au rejet, à savoir apprendre à dire non et apprendre à recevoir le non. Là dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se focaliser sur la deuxième partie, savoir recevoir le non, et vous allez voir que ça va bien plus loin que ça. C'est pas juste effectivement prendre des coups, mais c'est grandir grâce à ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup, ça nous rend un petit peu résistants finalement au fait de juste demander en fait des choses. Donc c'est quand même quelque chose qui est important parce que finalement, quand on entreprend, on demande tout le temps des choses. Donc voilà, on va y aller. Mais avant tout, Wesley, appliquons ce qu'on enseigne. Qu'est-ce qu'on demande aux gens? Eh bien, je m'expose au rejet là. En vous demandant d'aller nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre préférence. C'est super important pour l'évolution de Systemator. Moi, je vois les gens dans mon entourage qui commencent à le découvrir, à aller l'écouter et qui me font des feedbacks super positifs. Trop bien. Donc, faites-le aussi à votre manière. Vous pouvez également nous rejoindre sur systemator.tech. On a ce magnifique Discord là qui est en place. Et ce nouveau site. Et ce nouveau site, surtout le site super Sébastien que tu as fait avec notre photo. Le découpage est bien foutu. Ouais. On pourra peut-être en parler à la fin de l'épisode parce que en fait, on l'a fait à la façon Systemator, c'est-à-dire le moins d'efforts possible. Non pas qu'on ne met pas d'efforts pour faire nos épisodes, mais disons que c'est un projet du samedi, donc on n'a pas énormément de temps à y passer. On pourra peut-être en reparler. Je l'ai marqué dans notre document. C'est formidable. Voilà, vous aurez les infos. Allez, c'est parti. On va parler de rejet. Alors Wesley, pourquoi notre rapport au non est si important? Si important. Eh bien, il y a plein de raisons à cela. La première, c'est que recevoir des noms, le mot non, c'est souvent synonyme qu'on est en train de détendre, de défoncer notre zone de confort. Et le rejet, c'est un très bon indicateur, un très bon signe qui montre qu'on voit grand et qu'on agit là-dessus. Alors, il y a une citation, j'essaie de la retrouver sur Internet, je l'ai pas trouvée, mais Daria Vodopianova, elle en parle. If you're not getting rejected every day, that means your dream is not big enough. On pourrait traduire ça par
si vous n'êtes pas, vous faites pas rejeter une fois par jour ou en tout cas plusieurs fois par semaine régulièrement, ça veut dire que votre rêve n'est pas assez grand ou que vous n'agissez pas assez vers votre rêve. Et le rapport effectivement au non, pour beaucoup de personnes, c'est essayer de le limiter au maximum. C'est essayer d'éviter au maximum le rejet et de se dire je vais essayer de marquer des points mais sans en tirant le moins possible. Donc je vais taper au but ou shooter au panier de basket que lorsque je suis sûr de marquer, lorsque je suis tout devant. C'est très bien de marquer des buts et des paniers faciles, mais ça n'a jamais aidé personne à grandir. En tout cas, ça met en confiance effectivement au début, mais l'idée de la confiance, c'est pas j'ai confiance donc j'agis, c'est plutôt j'ai confiance car j'agis. Et je crois que cette phrase, elle résume tout l'épisode. Donc si vous voulez, vous n'avez pas le temps, vous pouvez raccrocher. L'idée aussi, ça me rappelle un livre qui s'appelle The Prosperous Coach, c'est que ça fonctionne comme à pile ou face. On lance une pièce et on tombe sur pile ou sur face. Eh bien, le oui et le non, c'est exactement pareil. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Le plus souvent, on demande et le plus souvent, on va pouvoir obtenir des oui. Mais à la différence du pile ou face, qui est absolument dû au hasard. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans le débat de si le hasard existe ou ce que c'est. Mais c'est arbitraire. On lance la pièce et puis, t'as une chance sur deux. Là, la différence, c'est que on peut s'améliorer. On peut comprendre ce qu'il y a derrière le non, quelles sont les objections de la personne. Derrière le non, d'ailleurs, se cache parfois un oui. Et effectivement, si on prend le temps de pousser, d'approfondir le non et de comprendre les réelles objections de la personne, dans pas mal de cas, finalement, la personne va dire ok, allez, je tente, c'est go. Parce que la personne, beaucoup de gens aussi, on est formaté pour, alors j'allais dire formaté pour dire non, mais aussi pour dire oui. Mais il y a beaucoup de formatage en tout cas. À la fois, on n'ose pas dire non dans certaines situations, et à la fois, on dit non dès qu'on sent qu'il y a un démarchage. Là, dans le cas d'une vente, par défaut, on va mettre ces barrières. Moi, à une époque de ma vie, j'ai abordé pas mal de filles dans la rue. Alors, il y en a qui, féministes d'entre vous, vont peut-être vouloir me sanctionner pour ça. Mais c'est très formateur, évidemment, tant qu'on reste dans le respect de l'autre. Parce que dans les mœurs, c'est pas forcément admis de parler à des inconnus dans la rue, même pour rester général. Et donc, par défaut, quand quelqu'un vient nous parler, on peut voir ça comme une agression extérieure. Et donc, par défaut, on va se dire, ok, c'est peut-être un mendiant, un vendeur de prospectus ou autre, ou un harceleur. Et donc, on va mettre sa bulle et on va dire non, par défaut. Et l'idée, c'est de changer ce non ou ce oui par défaut selon les situations. C'est vrai que, ouais, en termes tu parlais de formatage, mais en plus, souvent on passe souvent d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que tu sais, il y a des défis un peu yes man où tu vas par rapport au film où tu vas essayer de dire oui à tout, ou d'autres, ou des livres qui vont te dire apprenez à dire non. Donc là tu vas commencer à dire non à tout, à rester concentré, et du coup tu vas passer à côté de plein de choses. Et finalement c'est comme tout concept en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours une phase d'extrême dans laquelle il faut passer pour arriver à trouver un équilibre dans ces rejets. À Lyon, il y a cette fameuse rue là de la République. Tu sais, des fois que tu franchis le soir ou le midi, c'est horrible. Tu te fais agresser partout par des gens qui essaient de te vendre soit des trucs, tu sais pas trop ce que c'est, ou alors des gens abonnements pour des dons, ouais. C'est ça. Des dons, des associations caritatives et tout. Ça. Et en fait, d'un côté, je ne supporte plus ces gens parce que quand je les vois, tu sais, je les repère, tu vois, ils ont tous le même, l'espèce de même imperméable, une certaine couleur, orange, bleu et tout. Donc tu les repères sur la map et tu essaies de passer en... Faut prendre la rue parallèle, sinon. Ouais, c'est ça, ou de passer en mode autruche, tu vois. Et vraiment, je sens vraiment une résistance très forte à ne même pas écouter. Limite, presque les insulter, tu vois. Parce qu'en fait... Vraiment les rejeter par défaut, quoi. Ah ouais, mais les rejeter, mais puissance 1000. Parce que, en fait, quand tu passes souvent dans cette rue, c'est juste insupportable, en fait, de te faire accoster tout le temps par les mêmes personnes. Des fois, par la même... Tu as déjà dit non à l'un d'entre eux et forcément, l'autre ne le sait pas. Donc, il t'aborde. Et puis, il t'aborde tout le temps avec des gestes en mode, en faisant des grands signes ou en te parlant un peu d'une manière, tu sais, qui te chamboule un peu, tu vois, qui te chamboule dans ton confort. Et je me dis, d'un côté, je me suis toujours dit, franchement, bosser là-dedans, ça doit être ultra formateur, quoi. Ouais. En fait, derrière, ça doit limite, tu fais un mois là-dedans où tu te forces à l'aborder tous les gens qui passent et tout ça. Je pense que c'est comme quand tu fais du téléphone, à mon avis, si t'aimes pas le téléphone, si tu te forces à aller bosser dans un centre d'appel ou un truc comme ça, ou de la prospection téléphonique, je pense qu'après, t'es rodé et limite, après, plus rien ne t'empêche de le faire. Et mine de rien, c'est vrai que
je me rends compte il y a plein de, même des fois dans des soirées, on va dire, entrepreneuriales ou genre de choses où là, le but, c'est d'aller faire du réseau, de parler aux gens. Des fois, j'ai peur d'aller parler aux gens parce que je sais pas forcément quoi dire, je sais pas forcément comment démarrer la conversation. Alors qu'en fait, c'est pas le plus important et effectivement, je pense que j'ai peur aussi de ce rejet-là, quoi. Bah, ça tombe bien, mon cher Sébastien, parce que j'allais parler d'un TED Talk qui a été donné par un Chinois qui s'appelle Jia Chang, je sais pas comment on prononce exactement, pourtant j'ai fait du chinois, mais il vit aux États-Unis et dans son talk, il raconte il s'est fait humilier plus jeune, indirectement en fait, où voilà, le professeur demandait aux élèves je crois qu'ils devaient s'offrir des cadeaux les uns aux autres et à la fin il en restait plus que 3 qui n'avaient pas été sélectionnés. Un peu comme quand on fait les équipes de sport à l'école où c'est le dernier à être choisi. Et lui, il a ressenti un énorme rejet à ce moment-là. Et ça l'a bloqué. Il avait 6 ans. Et à l'âge de 14 ans, il a eu ce grand rêve de devenir le nouveau Bill Gates. Il avait marqué sur une feuille. Ça, c'est ce dont il parle dans le TED Talk. Et pendant plein d'années, jusqu'à ses 30 ans, il est resté bloqué. Il a rien mis en place parce que il s'est rendu compte après coup qu'il était tétanisé par le rejet. Il y avait son enfant de 6 ans qui se battait contre la version adolescente de 14 ans. Et c'est celui de 6 ans qui gagnait. Donc il s'est dit, ok, j'en ai marre de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aller au-devant du rejet? Et il s'est lancé ce défi, 100 jours de rejet. Ça peut faire penser d'ailleurs à Autodisciple qui se lance des défis comme ça pendant 30 jours. Lui, c'était 100 jours. Et parmi les points marquants que j'ai notés, à un moment, il est allé offrir une fleur à un étranger, enfin à quelqu'un qu'il connaissait pas. Donc il va taper à la porte et il lui dit voilà, j'ai cette fleur pour vous, est-ce que je peux la planter dans votre jardin? Et le mec lui a dit non. Et au début de ces défis, Jia, le tout premier défi, il était parti en courant. Il avait vraiment littéralement tellement peur qu'il était parti en courant. Et dès que le mec avait dit non, il était parti en courant. Et là, c'était un défi un peu plus loin dans le challenge. Et il est resté, il a demandé mais pourquoi est-ce que je peux pas le faire? Et le mec lui a répondu c'est à cause de mon chien qui risque de manger votre fleur et j'ai pas envie que votre fleur soit piétinée et voilà, malmenée. En revanche, j'ai une voisine là juste un peu plus loin à 200 mètres qui elle adore les fleurs. Donc Jia est allée frapper à la porte de la voisine et elle l'a très bien accueillie. Elle a donc planté cette fleur. D'ailleurs, on le voit sur le vidéoprojecteur du TED Talk. Voilà, une fleur, elle est dégueulasse, une vieille plante et tout. Mais c'est marrant et c'est hyper émouvant en même temps de se dire que cette fleur, elle représente l'offre qu'on a à apporter au monde, à ses clients, aux autres. Et ces deux personnes, elles incarnent les différents profils qu'on va rencontrer. Et on peut pas être un fit pour tout le monde, on peut pas servir tout le monde. Il y a notre cœur d'audience et puis il y a des personnes qui seront indifférentes à notre message ou qui seront tout simplement pas en mesure de le recevoir parce que la personne a peut-être un chien dans son jardin. Donc c'est hyper clair pour moi de me dire ouais, il y a un parallèle entre ça et le business et même les relations sociales, amoureuses, etc. quoi. Surtout que si c'était juste arrêté au nom de la personne et que tu sais, souvent quand tu te prends un nom, tu le prends pour toi. Ouais. Toi-même. Alors c'est rarement ta personne en tant que telle qui est attaquée, sauf si t'es vraiment quelqu'un de connu et que du coup on sait un peu ce que t'as fait par le passé, que les gens jugent un peu tes actions. Mais c'est rarement ta personne qui est souvent attaquée. Mais on le prend quand même personnellement et différent et parfois à différentes échelles. Moi, je sais que par exemple dans ma personnalité, je vis très très mal dès que j'ai un petit reproche et des fois ça va faire des boucles dans ma tête et remettre en cause toute ma vie, alors qu'en fait j'ai juste eu un petit accrochage qui est normal dans la vie en fait, tu vois. Et souvent ou même des fois, tu vois, quand j'ai juste pas de réponse, je vais commencer à m'inventer une vie et en faire vraiment tout un sac. Et ça pendant des années, ça m'a vraiment vraiment paralysé sur plein de choses, quoi. C'était quelque chose de compliqué et tout. Et au final, le mec lui dit bah non, c'est mon chien. Bon alors c'est peut-être une excuse aussi, tu vois, ouais, je sais pas, effectivement. mais le gars lui donne la raison, qui est une raison externe en fait, et qui pourrait être valable. Et donc du coup, tu te dis en fait, c'est juste que ouais, ça dans ce cas-là, dans cette situation-là, ça ne marche pas, quoi. Et c'est souvent
c'est souvent le cas en fait quand on demande des choses ou autre, ou quand on va essayer de vendre quelque chose à un prospect, tu vois, par exemple, et que la personne dit bah j'ai déjà ce qu'il faut. Bah oui. Bah en fait c'est pas une cause. Bon, des fois aussi c'est pareil, quelque chose pour t'écarter, ou voilà. Voilà, donc c'est un petit. Exactement. C'est très parlant, je trouve. Ne pas le prendre personnellement, et justement, je vais pouvoir développer, parce que là, tu parles des raisons externes, mais la raison, elle peut même être intrinsèque, on va le voir, et c'est toujours OK. Un autre exemple, justement, il est allé au Starbucks, et il a proposé d'être le monsieur qui dit salut à l'entrée, parce qu'ils font ça chez Walmart, la grande chaîne d'alimentation, enfin c'est même plus que de l'alimentation, distribution générale aux États-Unis. Et le gars du Starbucks lui a répondu, bah je suis pas sûr, c'est bizarre. Et jusqu'à ce que, alors je me suis auto-spoilé, jusqu'à ce que Jia lui demande est-ce que c'est bizarre. Et justement le mec lui a dit ouais effectivement c'est un peu bizarre. Donc voilà, faites comme si j'avais pas spoil. Et ça a complètement retourné la situation. Et le gars a fini par accepter en disant ok, mais ne sois pas trop bizarre. Et du coup, pendant 1 heure, il a dit bonjour aux gens qui entraient et sortaient et au revoir aux gens qui sortaient du Starbucks. Bon, apparemment, c'était super chiant. Mais j'en ai vu au Japon des gens qui, mais c'était vraiment leur métier. C'est ça. C'était au poste et puis ils disaient bonjour à tout le monde. Et tu sais, au Japon, genre le client est au-dessus du roi, tu vois. Ouais. Et il s'en tapait, il le regardait même pas, il lui disait même pas bonjour et tout ça. Et le gars, toute sa journée, t'entendais dire bonjour en japonais. Bah, lui, des rejets, il en prend aussi, hein, une autre forme, mais il en prend. Ouais, c'est clair. Et c'est hyper intéressant là aussi, parce que il est allé investiguer, il a dit, enfin là, au lieu de poser la question, il a demandé, et au lieu de dire pourquoi, il a dit, ah, est-ce que c'est bizarre? Et il a démontré qu'il était conscient du caractère étrange, inattendu, inhabituel de cette demande. De l'objection qu'il pouvait y avoir. Exactement. Et qu'il comprenait ça. Ouais. C'est comme, bah voilà, tu vas parler à quelqu'un dans la rue, tu vas dire bonjour, bon, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais je voulais vous dire que je vous trouve très élégant ou très élégante, ou est-ce que vous auriez 100 € parce que voilà. Je fais un défi 100 jours. Et le fait de, comment dire en anglais, call it out, vraiment de le dire à haute voix et de vraiment poser ça sur la table, un peu, ça me fait penser au bouquin qu'on avait lu ensemble, Radical Honesty. C'est vraiment de mettre à nu ça, de dire, ok, il y a un éléphant dans le salon, regarde, il est là, voilà, t'as vu, on a fait le tour de l'appartement, il y a un éléphant ici, c'est cool, enfin, c'est cool, c'est très bizarre, mais au moins tu l'as vu, et si t'es ok, bah, est-ce qu'il peut rester là, l'éléphant? Et la personne va dire, bah, soit non, il dégage, ou soit, ok, bah, au moins, j'aurai pas de mauvaise surprise, et je sais que c'est bizarre, mais je joue le jeu, quoi. Voilà. Et, qu'ils grandissent trop, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Un autre truc qu'on peut dire, effectivement, c'est que j'avais noté un peu plus haut, c'est l'idée de comprendre le non pour améliorer notre offre, notre façon de communiquer, parce que le rejet, il peut être soit sur l'offre, ok, ce que tu proposes ne me correspond pas, parce que je l'ai peut-être déjà, ou ça ne m'intéresse pas. Ta manière de communiquer ça, elle est pas suffisamment enfin, elle rend pas la chose suffisamment alléchante, donc je vais pas l'acheter. Ou même de changer la cible, tout simplement. Et là, vraiment, on est sur les fondements de la vente. C'est un bon produit, une bonne communication et une bonne cible. Yes. Bon, il y a un peu plus que ça, mais c'est vraiment déjà, avec ces 3 éléments, tu peux faire pousser quelque chose, quoi. Il y a Sébastien Nunez, donc le partenaire de Daria Vodopianova, qui dit, lui, que dans la vie, il y a soit des récompenses, soit des cadeaux. Il y a que ça. Lorsqu'on gagne, on reçoit une récompense. Tu vois, tu reçois un Oscar ou un Award ou un César pour tel ou tel rôle ou tel voilà, si t'es acteur ou si t'es musicien, ou tu vas gagner la Coupe du Monde. Donc t'as gagné, tu reçois une récompense. Lorsqu'on perd, on reçoit un cadeau. En anglais, ça parle encore plus, c'est you receive a gift, un don. Le souci, c'est qu'on a tellement peur du rejet et de l'échec qu'on n'ose pas ouvrir le cadeau pour lire le message qu'il y a à l'intérieur. Et là, vraiment, c'est unwrap your gift. C'est vraiment ouvre ce cadeau et lis le message à l'intérieur. C'est pas forcément des mots, mais ressens l'émotion qu'il y a derrière, ressens à quel point c'est formateur. Ouais. De toute façon, si ça nous touche, ce que nous disait Gregor Osbolt en interview sur Systemator, c'est qu'en fait, une émotion, c'est un message, quoi, derrière. Si ça a touché quelque chose chez toi, ça veut dire que forcément, il y a un message derrière qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut essayer d'analyser.
Et j'aime bien cette idée d'essayer à chaque fois de dire, ok, pourquoi ça m'affecte, alors que sur le papier, j'aurais pas dit que ça m'aurait affecté. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, quand t'es dans une situation calme, tu dis oui, il peut m'arriver ça, mais c'est pas très grave. Je saurais le gérer si ça arrive. Et puis quand ça arrive vraiment, t'es en mode, ok, je sens que là, il y a un truc qui s'est mal passé, ou quand quelqu'un, tu te dis, ouais, cette personne, elle va être vraiment partante à 100% sur ce que je vais lui proposer, et que finalement, elle te dit, ah bah non, ça m'intéresse pas. Là, t'es en mode, ah. Enfin, tu sais, la surprise de te dire, ah ouais, mais là, et là, recommence cette boucle personnelle un peu, est-ce que ça vient là-dessus ou pas, est-ce que c'est ma faute, est-ce que c'est moi qui suis en cause, est-ce que c'est mon travail, etc., quoi. Alors que, en fait, effectivement, il faut essayer de décoder le message que ça a déclenché chez toi pour essayer de le comprendre et essayer de comprendre, bah, ouais, la raison de son nom, en fait. Et dites-vous qu'au pire, vous risquez de recevoir un oui. Oui, c'est vrai. Finalement, parce que un de ses défis, il a échoué à l'un de ses défis puisqu'il a reçu un oui au lieu d'un non. Et là, il est allé dans un magasin de donuts, je sais pas, une sandwicherie. Il a demandé des donuts, de personnaliser les donuts en les disposant à la manière des anneaux olympiques, donc les 5 anneaux olympiques. Il a demandé ça à la meuf. Il y a la vidéo, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube. Et la meuf dit ok, je vais essayer. Et elle revient 5 minutes après, elle a vraiment fait le truc. Et je crois qu'elle lui offre même les donuts. Elle lui dit je vous offre les 4 autres. Enfin, elle lui offre. Et le mec, il est plein de gratitude. Il sait pas trop d'ailleurs comment l'exprimer. Il le marque parce qu'il met des sous-titres. Il dit je dois apprendre aussi à remercier, à exprimer ma gratitude. Et la femme, c'est tellement émouvant comme elle est au service. Et effectivement, les commentaires sous la vidéo, les gens disent cette meuf, elle a tout compris, elle devrait recevoir une promotion, on devrait lui donner parce que elle aide ce mec-là aussi lui à grandir et derrière à faire un TED Talk. Donc se dire aussi on est tous liés les uns aux autres et peut-être ce qui vous fait peur à vous est complètement ok pour quelqu'un d'autre et ce qui terrorise cette personne-là pour vous c'est normal. Et c'est aussi recevoir un oui ou un non ou donner un oui ou un non, ça dépend de tellement de choses aussi. C'est jamais figé. Cette femme-là, elle aurait pu dire non si elle était à la fin de son service, par exemple, ou dire demander à mon collègue là, j'y vais là maintenant, ou s'il y avait son boss derrière qui dit non mais tu fais pas ça, ok, ou sinon je te vire, elle l'aurait peut-être pas fait. Donc franchement j'étais ému quand j'ai vu cette vidéo et je me suis dit waouh, mais en fait juste demander, ça change tellement la vie quoi. Et aussi on crée un lien plus fort avec la personne parce que le fait de passer par ce moment de tension, ça brise énormément de vitres parce que pour moi il n'y a pas qu'une vitre entre les gens et là direct on arrive tout près de la personne. À la fin ils se sont fait un hug et tout et on sort du lot quoi. Aussi on sort du lot, on n'est pas un client de plus ou un numéro de plus même sur un ticket. On est cette personne qui va peut-être créer un souvenir dans la tête de la personne en face. Voilà, je digresse un peu, mais ouais, oser, ça change la vie. On vous mettra le lien du TED Talk dans les notes d'épisode, et peut-être pour aller le voir aussi. Du coup, Wesley, comment est-ce qu'on peut faire du coup pour grandir et s'améliorer constamment en utilisant un peu grâce au nom en fait, au nom qu'on pourrait nous donner. Comment on peut faire ça? Déjà, ne pas partir en courant dès qu'on reçoit un nom. L'idée, c'est de vraiment maintenir cette tension-là et respirer à l'intérieur. Un peu comme quand on prend une douche glacée. Là, j'en prends tous les jours. Alors, je commence pas par le froid, mais progressivement, je vais jusqu'au froid. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de me dire, OK, l'idée, c'est de rester pas forcément le plus longtemps possible, mais d'apprendre à être OK avec ça. Et plutôt que d'être en mode bourrin, en mode, je prends ma douche froide et je ferme les yeux et je suis en mode, comment dire, à essayer de mettre ma carapace pour éviter le truc et me dire, OK, j'ai pris ma douche froide. C'est me dire, non, l'idée, c'est pas forcément de prendre la douche la plus froide, mais de me dire, ou le plus longtemps, mais de ressentir ça. C'est un peu comme on fait du sport, pas pour la performance pure, mais c'est vraiment OK, là je sens que mon corps, j'atteins mes limites ou je fais des pompes, là je me sens bien, je cours. C'est plus l'idée d'être à l'aise, d'être confortable dans l'inconfort. J'ai toujours les mots en anglais qui me viennent. Donc ça c'est le truc numéro 1. À la place, c'est rester avec la personne, rester avec le nom, creuser, investiguer, je sais pas si ça se dit en français, et comprendre les objections et peut-être même obtenir un oui à la fin de l'interaction. Donc c'est vraiment enlever des couches, déshabiller
et finalement se placer aussi du côté de la personne. Ça, je l'avais pas marqué, j'avais pas pensé, mais c'est de se dire, ok, je propose quelque chose, la personne dit non. Comment est-ce que je vais pouvoir me mettre maintenant à côté d'elle en disant, ok, on va regarder ensemble ma proposition, cette proposition, et ok, je me mets à ta place. Ok, pourquoi tu dis non? Ok, d'accord. Ok, je comprends. Ok, cool. Et si jamais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu dises oui? Tu pouvais avoir maintenant ce que tu veux, on change le prix, on change la manière de proposer, on change même le produit, qu'est-ce que tu aurais envie de quoi? Ouais. Et tu vois, tu peux vraiment aller tellement en profondeur et dans plusieurs directions que limite la personne, elle t'aide à créer ton produit, enfin ton offre, quoi. Ouais, tu peux y aller de manière très très directe au final. Ouais, direct, et aussi ça peut prendre du temps, quoi. Après, bon, la personne elle a pas forcément le temps. Ça dépend évidemment de la situation. Là, on parle de non de manière générale. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment rester avec ce non et tenir la tension. Là, plus loin, tension. Et on sait bien que derrière ces moments-là de tension, comme Tim Ferriss en parle, il dit la qualité de votre vie, elle est définie par le nombre de conversations inconfortables que vous êtes prêt à endurer. Franchement, là, on est vraiment au cœur du sujet. À chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, qu'on monte sur scène et qu'on n'est jamais totalement prêt, ou qu'on va parler à cette personne qui a l'air charismatique ou qui nous plaît, en tout cas en apparence, ou qu'on ose partir faire ce documentaire en Islande et piloter un drone et le planter, ou qu'on ose créer sa boîte et on se dit ok, je dois passer par toutes ces étapes-là. Il se passe que des grandes choses derrière, quoi. Ouais. Et il y a rien de tel que ce moment-là, et on en parlait il y a pas longtemps, Seb, c'est où t'as quitté l'avion et tu t'es lancé dans le vide, vraiment, quoi. D'ailleurs, tous les gens qui sautent en parachute, moi, ça me fait peur, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, ah ouais, derrière ça, c'est Will Smith qui avait fait une vidéo. Derrière ça, tu t'y penses, genre une semaine avant, la nuit avant, t'arrives pas à dormir et tu te chies dessus au moment de sauter. Pardonnez-moi l'expression. Et une fois que t'es en l'air, sensation de liberté ultime. Et c'est toujours comme ça, hein, quand on passe un examen ou une épreuve, maintenant, la vie. Le moment juste après avoir passé cette épreuve, il est toujours libérateur. Ouais. Même si on échoue, hein, je pense. Carrément. Ça me fait penser à un truc. Quand j'étais plus jeune, il y avait un gars sur YouTube que je rêvais d'interviewer, tu vois. C'est un peu le mec qui m'a donné envie de me lancer un peu sur YouTube. Et à l'époque où j'ai commencé à le suivre, il n'avait pas du tout de chaîne. Mais c'est quelqu'un qui créait déjà des émissions en direct, ce genre de choses. Il avait une web radio et tout. Et vraiment, c'était un grand modèle pour moi d'aspiration, de création. C'est quelqu'un qui faisait rien comme les autres, tu vois. Au moment où YouTube commençait à se développer, c'était en 2010-2011, tu vois, par là, où tout le monde faisait un petit peu les mêmes choses, finalement, essayait un petit peu de s'inspirer de ce qui marchait. Lui, il faisait rien comme les autres, et il a pris pas mal de temps à se développer, et à faire sa place. Et en fait, je lui ai demandé plein de fois, tu vois, j'aimerais t'avouer, tout ça, je lui ai envoyé plusieurs mails, des fois avec différentes adresses et tout. Il me répondait jamais, quoi. Vraiment, il était très très peu accessible. Et puis, j'ai réussi un jour il y avait une convention où les youtubeurs se rassemblaient et tout ça. Et en fait, j'ai réussi, entre deux couloirs, à l'avoir en interview, quoi. Et à faire en sorte qu'il sache à peu près qui je suis. Et c'était un grand moment pour moi de me dire, j'y suis enfin arrivé, quoi. Et des fois, ouais, il faut s'accrocher. Et quand on a un non ou un rejet ou que c'est pas le moment aussi, bah c'est aussi ouais, il faut continuer, faut pas forcément lâcher parce que derrière tu peux quand même avoir ce moment, même si on t'a dit non à un moment, ça veut pas dire que c'est un non constant. Ouais. On l'a eu d'ailleurs sur Systémateur, certaines personnes qu'on a envie d'interviewer qui nous ont dit bah non ou pas maintenant ou plus tard ou voilà. Bah est-ce qu'on a envie de lâcher le truc? Moi personnellement non, et je me dis Tu dis non, non, ouais. c'est ça. Et je me dis non, on va continuer, on va essayer de voir plus tard, c'est pas le bon moment, peut-être voilà, faut voir un peu les contextes, et c'est pas forcément lié à nous, mais voilà, essayons de creuser le truc, quoi. Tout à fait d'accord. J'avais noté également mentionner les doutes que la personne peut avoir en tête et avouer que ce qu'on demande peut paraître bizarre ou déplacé, ou se dire ok, je comprends que ça te secoue peut-être un petit peu là ce que je te propose. Je sais que c'est pas habituel, pas évident, mais voilà, vraiment comme en vente, hein, lorsqu'on fait la liste des objections et qu'on dit ok, j'imagine que tu pourrais penser ça, mais justement nous on n'est pas comme ça, voilà comment on fait les choses dans mon entreprise, etc. Donc je reviens au mec du TED Talk là, Jia,
Jiang, il dit qu'on va de toute façon mourir un jour, ça on est tous d'accord, et qu'on regrettera davantage ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a osé faire. Alors il le dit pas exactement comme ça, moi c'est même ma phrase à moi, je la prends, c'est pas nouveau, encore une fois on le sait tous, se dire ouais c'est si on change notre rapport à ça, c'est vraiment se dire le rejet c'est de la boue et mes chaussures elles sont toutes propres, mais mes chaussures c'est mon ego, j'ai même pas l'estime de soi pour moi elle augmente quand on va justement se confronter à ça, mais c'est un peu mon ego ou c'est du self preservation comme on dit en anglais, c'est vraiment s'auto-préserver et se dire ok mes chaussures je veux pas les mouiller, je veux pas les tacher. Mais une fois qu'on reçoit un peu de boue, on se dit de toute façon que je le veuille ou non, à un moment donné, elles vont se salir. Bah c'est mort et là je peux y aller à fond. Et peut-être que pour donner un type très concret, on va parler après, on va passer à l'activateur, mais le fait d'ouvrir une brèche et de te dire ok j'ai obtenu un non et en fait c'est ok. Bah imagine je suis inarrêtable en fait parce qu'il suffit juste d'y aller. Et quand on voit les David Laroche et les plus grands, je vais pas dire entrepreneurs parce que c'est un grand mot je trouve quand même pour ces personnes-là parce que en tout cas speakers, comment on dit, des conférenciers, des gens qui sont dans la motivation, on peut penser que c'est bullshit et que c'est voilà des conneries. Et franchement, je trouve que ces gens-là ont pas. Moi, j'admire beaucoup plus quelqu'un qui, un scientifique qui vraiment va faire des recherches par rapport à l'espace ou par rapport à, je sais pas, comment on sauve l'espèce humaine et les animaux sur la planète, etc., qui vont vraiment avoir une recherche très poussée, tu vois. Alors que David Laroche, il monte sur scène, il dit ouais, juste vas-y, let's go. Mais on a besoin de ces gens-là aussi. Et je peux que les admirer au moins pour une chose, et pour d'autres évidemment, c'est que ils ont les couilles d'y aller, quoi. Ils ont le cran d'y aller. Il y a aussi il y a une meuf qui s'appelle Margot Klein, je sais pas si tu la connais. Et franchement, une fois j'étais en contact avec elle. D'ailleurs, j'ai un appel avec elle ce week-end, un appel coaching gratuit. Alors, je pense pas aller plus loin avec elle, mais c'est un peu pour aussi me lancer ce challenge parce que je sais qu'elle va me challenger, elle ou un de ses acolytes. Et elle avait balancé une annonce sur Facebook pour relire son livre. Et quelqu'un m'avait tagué en disant Wesley, voilà, il fait de la relecture, il écrit. Et j'étais rentré en contact avec elle. Et la meuf, elle avait des tarifs mais hyper bas qu'elle proposait. Elle disait voilà, je te paye tant, et c'était très très mal payé. Et j'ai dit mais jamais meuf. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'elle s'en battait les couilles ou battait les ovaires. Et en fait, j'ai presque sur le coup, j'ai détesté la meuf. Franchement, je me suis dit mais elle est là, elle se rend pas compte, elle se la raconte. Pour qui elle se prend, tu vois. Forcément. Alors moi, je suis pas du genre à être offusqué. Moi, je suis passé à autre chose, hein, vraiment. Mais je me suis juste dit oulala, j'ai pas envie de faire affaire avec des gens comme ça. Et je crois que finalement j'avais quand même bossé pour elle parce que j'avais écrit 2-3 articles, mais c'était vraiment pas top payé pour ce que je faisais. Et elle cherchait à minimiser ses dépenses et à maximiser ce qu'elle gagnait, donc je trouvais que c'est un peu abusé. Mais en tout cas, s'il y a un truc finalement qu'elle vend, et je crois que c'est ça son secret ultime, comme elle le dit, il n'y a pas de secret, c'est juste y aller, avoir le cran d'y aller, avoir une vision évidemment, mais être complètement indifférent au rejet. C'est vraiment t'entends un non, t'entends pas le non en fait. Tu reçois le non, mais tu dis ok, moi je continue, que ce soit avec la même personne ou pas. Et c'est pour ça que cette meuf aujourd'hui, elle fait des millions, quoi. Enfin vraiment, elle fait. Et moi j'y crois, c'est parce qu'en fait, elle va juste te demander. Si tout à l'heure là, je vais dans la rue et je parle à tous les passants et je leur demande à tous 100 euros. Après ils me disent non, je dis est-ce que je peux pas avoir 10 euros? Non. Vous avez 1 euro? Non. Allez, quelques centimes. Avec cette approche-là, forcément, si j'y passe la journée, je vais avoir gagné plus d'argent, en tout cas dans la rue, que si je le fais pas. Ouais. Et c'est aussi con que ça, quoi. C'est aussi con que ça. Évidemment, après, il y a une manière de le faire, et je pense que elle pourrait le faire de manière plus, un peu plus, pas forcément clean, parce qu'elle est fondamentalement éthique dans ce qu'elle fait, et tant que ça apporte de la valeur et que les gens sont prêts à payer pour ça, c'est cool. Mais après, ça pourrait être un peu plus propre, tu vois, bien sûr, sur la façon de faire, c'est du sale parfois, tu vois. Ouais. Même David Laroche, tu vois, ils font des fautes d'orthographe, mais justement, ce même trait de caractère et cette même propension à y aller sans se poser de questions, c'est ce qui fait qu'ils vont peut-être avoir une forme un peu moins bien foutue, mais justement, ils y sont allés. Ouais. Alors que moi, parfois, on va avoir tendance à bosser sur la forme, alors que le cœur du truc, c'est juste de dire ok, on lance un truc, on n'a pas de logo, on n'a pas de nom, on n'a rien du tout, mais on le fait, tu vois, et trouver le juste milieu. On n'a pas de site internet, ou en tout cas il ne marche pas. C'est des gens qui, nous aussi, mais juste oser le faire, quoi. Non, et, c'est clair.
on n'en parle pas assez. Ça fait une différence immense. Et je pense qu'on a peur aussi parce on parlait de formatage tout à l'heure, mais on est aussi beaucoup formaté au fait que effort égale résultat, alors qu'en fait les efforts ne se valent pas, tu vois. Passer beaucoup de temps, par exemple, à faire son site internet, s'il passe 4 semaines, certes, j'ai peut-être fourni énormément d'efforts. Est-ce que j'ai autant de résultats que si je l'avais fait en une demi-journée et que j'étais allé parler à, par contre, 10-20 personnes par semaine? Bah, sans doute que non, quoi. Ouais. Ça fait prendre des gros raccourcis, en fait. Ouais. Et c'est difficile à accepter parce que quand tu travailles bien au boulot, tu as des promotions. Quand à l'école, tu travailles bien, tu as des bonnes notes. Quand on fait ce qu'on te dit, tu as des bonnes notes. Et donc, du coup, on a un peu ce truc de il faut que je fasse les choses bien. Alors qu'en fait, c'est ça qui est assez injuste finalement, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation. Notre ami Jérôme, du coup, il avait un collègue qui avait fait pas mal de fautes d'orthographe sur une page devant tout ça et il lui avait reproché. Il a dit il y a plein de fautes et tout sur ce que tu as fait. Et le gars lui répond OK, prouve-moi par A plus B qu'une page de vente avec des fautes d'orthographe convertit moins bien, transforme moins bien des gens en clients qu'une page sans faute d'orthographe. Et effectivement, ils ont fait des tests, ça a absolument rien changé, quoi. Ah ouais. Et tu te dis, évidemment, la perception que les gens vont avoir de toi, c'est toujours meilleur quand il y a des fautes d'orthographe et potentiellement. Quand il n'y a pas de faute d'orthographe. Oui, pardon, quand il n'y a pas de faute d'orthographe. Quoique, hein. Ouais, mais disons que c'est quelque chose qui est beaucoup moins mesurable sur l'instant T. Tu peux voir, tu fais une page, tu vois à peu près combien de ventes tu fais là-dessus instantanément. Mais après, la perception que les gens vont avoir de toi sur le long terme est un peu différente. Et finalement, tu as même des gens qui vont être très critiques sur les fautes d'orthographe. Et puis au bout d'un moment, ils vont quand même acheter, ils vont se dire ouais, mais au final, ce qu'il me dit me parle en fait. Et donc finalement, le message reste quand même très important. Mais c'est vrai qu'on a tellement été habitués justement à nous dire il faut pas faire de fautes, il faut que ce soit nickel. C'est les fameuses dictées où tu faisais plus de 20 fautes, tu avais 0. Tu vois, toutes ces choses-là. Qu'en fait, c'est super difficile, je trouve, à l'intégrer, à le comprendre, à se dire ok là-dessus, sans pour autant être aussi dans l'extrême en disant bah ok, bah du coup on s'en fout des fautes, quoi. Effectivement, c'est bien quand il y en a moins, mais voilà. Ouais. Et effectivement, moi, je suis très attaché à l'orthographe, mais surtout pour moi, en fait, je suis exigeant avec moi-même. Après, les autres, ils font des fautes, et j'apprends à voir au-delà. Et ça me fait penser à un de mes premiers projets qui s'appelait Écrire juste, conseil en orthographe et grammaire. Et alors, ça m'arrive de faire des fautes, évidemment. Hein, je suis faillible comme tout le monde, mais voilà, vraiment, je fais gaffe, je me relis. Quand j'ai un doute, je vais sur Internet, sur le dictionnaire Internet, etc. Et quand je vois ces gens-là qui ont autant de succès, en tout cas extérieur, et qui gagnent autant et qui impactent autant de vies, elle a écrit un livre d'ailleurs récemment, Margot Klein, je vais acheter. Alors évidemment, elle a un éditeur, donc ça doit être quand même relu et tout. Et voilà, elle a les idées, peut-être encore des coquilles. Mais finalement, même Olivier Roland, j'avais lu son livre, il y avait plein de coquilles et tout, et je voulais vraiment lui proposer de faire une correction, etc. Là, il s'est fait rééditer. Peu importe, mais je me dis, ces gens-là, moi, la même chose que j'essaie de vendre, c'est-à-dire l'orthographe, ces gens-là ne l'ont pas totalement ou l'ont pas beaucoup. Et eux, justement, leur message, il passe quand même. Et justement, parce qu'ils sont dans l'action, ils font les choses, ils ont des grands résultats. Ouais. Je me dis, mais en fait, ce que je vends, c'est complètement obsolète, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Pas pour ces gens-là, en tout cas. Ça, je pense que ça sert à corporate, peut-être plus, tu vois, je sais pas. Voilà. Je pense que c'est aussi un peu le degré de raffinement, entre gros guillemets, de la clientèle qu'on a. Ouais. Effectivement, il y a des... tu vois, les gens qui sont vraiment purement dans le marketing, souvent dans le marketing internet, ils font des pages de vente extrêmement moches. Ouais. Tu sais, les trucs qui funnel et tout, vraiment pas très beaux. Mais ça marche quand même, en fait. C'est ça. Et plein de fautes et tout. Parce que le cœur, l'essence y est. Et... C'est ça. On va être moins sensible, alors que peut-être une clientèle qui va être... si tu vends des bijoux ouais, voilà. de luxe à Paris, ton site web, je pense qu'il vaut mieux pas avoir de faute. Ouais, c'est clair. Ok, on passe à Activator. Ouais. Allez, c'est parti. Alors Wesley, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir pour se faire cette armure face au non? Plus qu'une armure, je dirais, c'est parce que tu as employé le mot résistance au début du podcast, début de l'épisode. Moi, il y a le mot résilience qui me vient en tête. Et la différence, c'est dans résistance, pour moi, il y a l'idée d'être d'avoir une armure, d'être le chêne, comme dans la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, alors que la résilience, c'est être le roseau, c'est être souple, c'est être flexible. Comme dirait notre ami Bruce Lee, c'est devenir comme de l'eau, en fait, et s'adapter,
dire ok, je peux être traversé par ces choses-là, par ces émotions, par le rejet, par le non, mais ça circule en moi en fait. C'est pas je le bloque, mais c'est au contraire, non, je l'absorbe, enfin je le fais circuler et il ressort par les pieds, tu vois, ou par ailleurs. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est simplement à demander quelque chose que vous n'avez jamais osé demander. L'idée, c'est pas d'aller demander à au Starbucks du coin d'accueillir les gens ou voilà des trucs un peu loufoques. Vous pouvez le faire aussi, ça peut être marrant, mais l'idée c'est que ça soit utile pour vous dès maintenant. Pas besoin de 100 jours de rejet. Et ça peut être des toutes petites choses, vraiment des toutes petites choses, mais qu'on n'ose pas demander. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on commence à se poser la question est-ce que je demande pas, genre tu vas dans un café qui est pas forcément un café pour bosser et t'oses pas demander le code Wi-Fi. Tu vois, des trucs aussi simples que ça m'est arrivé cette semaine. Et ben j'ai eu ce doute là pendant peut-être une minute, vraiment quelques secondes, une minute, et après j'ai levé la tête et j'ai dit au gars c'est quoi votre code Wi-Fi, parce qu'il était en train de préparer mon café et tout, donc je voulais pas être trop intrusif. Et voilà, il m'a répondu, il m'a dit tiens je t'apporte le papier. Donc c'est reconstruire notre rapport au rejet, enfin au fait d'oser plutôt, parce qu'on va pas forcément parler de rejet parce que ça peut être accepté et c'est cool, en demandant des petites choses pour créer un nouveau lien dans notre cerveau associé. Ok, je demande, c'est ok. Je demande, c'est ok. Je demande, c'est ok. En première intention. Moi, c'était un peu ma phrase ultime du dernier Next Chapter, c'est devenir le challenger et agir en première intention. C'est ok, j'ai envie de faire ça, je le fais. Ça va pas dire faire n'importe quoi, mais en tout cas, je le verbalise. Ouais. Et les personnes vous diront, de toute façon, si vous en faites trop, les personnes vous poseront leurs barrières, c'est à elles de le faire aussi. Mais le fait de verbaliser, au moins se le faire à soi-même, se dire, attends, là, j'ai envie de faire ça, je sens que je suis dans le doute, et c'est toujours prendre une décision, et ça peut même être la décision de ne pas décider, mais faire en sorte de tuer ces moments de doute, justement, et d'hésitation où on est en mode oui, non, je le fais, je fais pas, je fais pas, je demande pas. Et de se dire, ok, je demande pas. Alors là, dans l'idée de l'exercice, c'est demander, mais au moins, si vous demandez pas, arrêtez d'y penser. Et si vous sentez de la culpabilité à ne pas envers vous-même, en fait, à ne pas l'avoir fait, à ne pas avoir agi, eh ben, faites-le. C'est soit il y a de la culpabilité, enfin, il peut pas y avoir de culpabilité, en gros. Soit vous le faites, vous agissez, comme ça, vous tuez ce doute et cette culpabilité de ne pas l'avoir fait, ou ces remords, ou soit, vous le faites pas, mais dans ce cas-là, on dit ta gueule à la petite voix dans la tête. Ok. Il y a vraiment vraiment apprendre à trancher à ce niveau-là. De toute façon, en fait, ça se reconnaît très vite quand vous êtes face à une décision, que vous avez une question à poser, tu le sens ce moment de flottement où limite t'écoutes plus la personne qui te parle, mais tu t'écoutes toi en mode est-ce que j'y vais pas, ouais mais si j'y vais je risque de perdre ça, etc. Et en fait, quand t'arrives des fois tu t'en rends pas forcément compte que tu le fais quoi, mais quand t'arrives à reconnaître cette sensation et le conscientiser sur le moment, tu te dis bon ok, passons en mode essayons d'être juste rationnel et un peu prendre du recul même si c'est difficile. Qu'est-ce que tu perds vraiment à pas demander? Et des fois ça m'est arrivé cette semaine, un truc j'étais en mode est-ce que je demande pas ou autre. Finalement j'ai demandé, je fais bon allez, de toute façon en fait si tu regardes bien t'as absolument rien à perdre, mais pour de vrai quoi. Vraiment rien à perdre. Même si t'es avec un client, pas besoin de perdre, tu perds rien et au pire ça passe pas, c'est pas grave. J'ai fait et succès quoi. Et en fait il faut essayer de le reconnaître, de le conscientiser, et ça te permet vraiment je trouve de sauter le pas quoi. Et de te faire peut-être une auto tape sur l'épaule, tu vois, entre guillemets. Ouais. Alors, ça fait un peu schizophrène, mais genre tu mets une petite tape sur l'épaule, allez mon pote. Ça fait partie intégrante de l'activator. Exactement. Ça me fait penser aussi à lorsqu'on médite. Toi, je sais pas si tu fais de la méditation, Seb, mais moi j'en fais depuis des années. Et l'idée, c'est exactement la même chose. C'est pas de ne penser à plus rien, parce que le jour où on pensera plus rien, c'est qu'on sera 6 pieds sous terre. C'est de reconnaître lorsque on est pris par notre flux de pensée et qu'on a sauté d'une pensée à l'autre, on se dit attends, on est déjà là, j'ai ouvert déjà cette porte là qui m'a ouvert à telle porte là, et qu'on s'est fait un peu notre monologue intérieur. L'idée, c'est plutôt de reconnaître lorsqu'on est transporté par nos pensées et revenir se recentrer sur l'instant présent et être en phase avec les sensations, l'environnement, etc., etc. Peu importe le type de méditation qu'on fait ou la visualisation. Et là, c'est un peu pareil, c'est de se dire, à chaque fois que je ressens cette
peur du rejet ou ce doute, cette hésitation, c'est se dire « Ah, ok, j'ai cette hésitation ». Et à partir du moment où vous la reconnaissez, vous allez forcément faire quelque chose. C'est un peu, on parlera après des cycles de travail, mais si avant de commencer à bosser, tu dis « Ok, j'ai un niveau d'énergie de merde », si tu le verbalises ou au moins que tu le marques quelque part, ou que tu coches une case, tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas dire « Ah bon, bah, j'ai un niveau d'énergie de merde. Ok, je vais commencer à bosser ». Enfin, moi, ça me paraît évident que tu vas te dire soit je vais changer quelque chose, je vais bouger, je vais danser, je vais me faire un café, ou soit te dire bon bah je bosse pas dans ce cas. Bah ouais, tu fais autre chose. Je vais me reposer, ou je sais pas, où je bosse malgré ça, mais en tout cas t'es conscient de ça et forcément le comportement il va immanquablement changer. Clairement. Bon, bah voilà, on a fait un bon tour d'horizon de ce sujet-là. Si vous voulez retrouver un peu le TED Talk, on vous a mis le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, vous avez l'activator. Et puis, mettez-nous les petits avis sur Apple Podcast. Parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de nous aider à nous faire connaître. Si vous aimez Systemator, donc on vous le demande. Vous pourriez faire ça dans l'activator. Parler de Systemator à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Et ça nous aiderait beaucoup si ces épisodes vous aident. Et voilà. Un truc à ajouter, c'est venez nous rejoindre sur Discord. Je m'y fais pas, j'ai toujours Slack en tête. Discord. Et venez partager vos aventures, vos résultats à l'activator, notamment oser demander ce que vous voulez. J'ai presque envie de lancer un défi sur plusieurs jours là. Ouais. Mais non, vraiment venez et partagez votre retour. Dites-nous ce qu'on peut améliorer aussi. C'est ça. On est ouvert. Discord, c'est un super outil. Vous avez juste une petite application, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. C'est pas trop intrusif. Vous pouvez muter les salons qui vous intéressent pas. Ça ressemble vraiment un petit peu à ce qu'on pourrait trouver sur un Slack ou avec des discussions généralisées. Et l'idée, c'est que ça nous permet de discuter directement avec vous. Vous pouvez nous accéder à nous super simplement dessus et on peut échanger dessus. Donc voilà, c'est 100% gratuit. Vous avez les liens sur notre site systemator.tech, TECH, ou alors sur les notes de l'épisode, dans chaque épisode maintenant. Et voilà, rejoignez un petit peu le mouvement. Allez, on passe au truc de la semaine. Voici, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, c'est le gala IAE Lyon Alumni. Alors, je sais pas si je mets les mots dans le bon ordre, mais c'était là ce jeudi soir, 23 janvier 2020, juste à côté de Lyon. Et c'était trop bien de revoir les anciens étudiants de mon université. Il y a une partie dans l'université qui s'appelle l'IAE, l'Institut des administrations et des entreprises, et qui est pas mal coté en France. C'est comme une école de commerce, avec 10 000 euros de moins à payer par an. C'est public, non? C'est public, ouais, c'est juste des frais d'inscription à la fac. Donc un enseignement de qualité et surtout un réseau qu'on essaie de bâtir tous ensemble. Je dis on parce que je vais rejoindre l'association. Là, je fais partie des membres. Je fais partie des inscrits. Maintenant, je veux faire partie de l'organisation aussi. Ce qui est magnifique, c'est de se dire que on n'est pas tout seul. Moi, c'est vraiment la réalisation que j'ai eue. Alors déjà la soirée était exceptionnelle. On était sous le chapiteau d'un cirque, en mode cirque cabaret. Il y avait pas d'animaux, tant mieux, mais il y avait vraiment des artistes excellents dans ce qu'ils faisaient. Un bon repas et on s'est retrouvés tous. Il y avait des tables un peu autour de la piste centrale. Tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, t'avais l'estrade et t'avais aussi une piste en rond circulaire. Et t'avais des tables tout autour. Donc c'était vraiment chaleureux et en même temps haut de gamme. Moi, j'avais mis mon NEPAP. Et ça m'a permis de rencontrer des gens. J'étais à une table avec des filles. Et je connaissais pas grand monde et j'ai fait pas mal de rencontres intéressantes, cartes de visite niveau professionnel. Et je me suis rendu compte que juste derrière moi à la table, il y avait une femme de 40 ans, donc elle de la promo 10 ans avant moi, qui connaissait Moni, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc c'est vraiment, tu te rends compte que le monde est petit. Monique, nos amis en commun. Absolument, exactement. Avec qui on était parti à Lisbonne. Et se dire en fait, le fait de sortir de chez soi, et ça va bien dans la lignée de cet épisode, c'est oser sortir de chez soi et parler de ce qu'on fait. Et moi, quand je dis aux gens, je suis concepteur-rédacteur, et ils me répondent quoi? Et j'explique, j'écris des textes pour les sites web de marques. Comme ça, c'est un peu plus clair. Et
Et quand je développe, les gens me répondent que c'est quelque chose de rare, que c'est niché ce que tu fais, c'est rare, d'accord, je connaissais pas trop. Parce que et moi ça me paraît tellement évident parce que je suis dedans. C'est comme si tu disais moi je fais du curling et les gens disent c'est quoi ça? Et ça c'est ton sport, tu fais ça tous les jours, tu vois. Alors il y a si tu dis je suis boulanger, c'est comme si tu disais je fais du foot, bon tout le monde connaît. Et voilà, l'idée de productivité, il y a une autre pote qui était à cet événement qui s'appelle Anaïs, qui en a parlé à sa table et les gens sont intéressés et veulent en savoir plus sur Productivore, qui est notre, j'allais dire notre filiale productivité sur Systemator. On vous en reparlera un petit peu après. Et me dire, ok, moi je suis déjà là, on m'a invité déjà à faire des talks, comment on pourrait dire ça, des interventions en français, en bon français. Parce que c'est pas une conférence non plus, mais des petites interventions par rapport à la productivité. Et ouais, le président, par exemple, de l'association m'a dit, ok, tu t'es écrit, je vais te mettre en contact avec des entreprises. Je connais pas mal de cabinets de comptables qui ont besoin de textes pour leur site web. Enfin, je vais pas vous donner tous les détails, mais c'est pour dire que on va tellement plus vite et tellement plus loin lorsqu'on s'ouvre et qu'on sort de chez soi, on rencontre des gens. Alors, c'est important de filtrer à minima les milieux, évidemment. Vraiment, si on m'avait dit ça, enfin vraiment, l'ancien Wesley, c'est le conseil ultime que je lui donnerais, c'est comme j'ai toujours été finalement, mais sors de chez toi, va rencontrer des gens, dis ce que tu fais et sois ouvert. Et franchement, les choses vont venir à toi si tu vas à elles. C'est ça. Et souvent, on sous-estime un peu la puissance du réseau sur le plus long terme. Si jamais vous êtes en études ou que vous sortez d'études, vous êtes sorti d'études, on va dire les 5 dernières années, même des fois 10 dernières années. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent on se dit ouais, moi j'ai pas de réseau. J'entends beaucoup ça, des gens qui disent non mais moi de toute façon j'ai pas de réseau. En fait, c'est hyper faux parce que t'as déjà tous tes proches. Eux-mêmes connaissent des gens qui travaillent dans des entreprises différentes, qui peuvent eux-mêmes aussi connaître des gens qui peuvent être intéressés. Donc déjà, tu as tout ce réseau personnel, tu as toutes tes anciennes boîtes et tes anciens collègues. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Peut-être qu'ils ont d'autres choses, ou pareil, ils ont leur réseau aussi qui pourrait t'aider là-dessus. Et surtout, tu as tous les gens de ta classe avec qui tu as quand même tissé des liens intéressants en théorie, qui en fait, même si vous êtes tous un peu dans le même panier ou dans le même, lorsque vous êtes en études, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ils ont des carrières aussi, ils ont des responsabilités et ils feront des choses. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment des choses dans lesquelles on peut puiser et vraiment utiliser. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai repris contact avec une pote de 3e et qui est en train de lancer son activité en cours de français, etc. Enfin, tu es en train de réfléchir un petit peu à faire ça. C'est trop cool, tu vois. Et en fait, moi, je peux l'aider parce que je la mets en contact avec d'autres personnes. Ouais. Et en fait, ça lui permet, elle, d'accélérer, d'aller beaucoup, beaucoup plus vite que partir vraiment de zéro. Ouais. Alors qu'en fait, tu vois, je suis déjà dans son réseau, mais cette personne ne savait pas forcément ou n'y a pas forcément pensé. Ouais. Pour rebondir justement sur la formule que tu as employée il y a 2 minutes, tu as dit, les gens souvent se plaignent de ne pas avoir de réseau. En fait, on est déjà dans un réseau. En fait, c'est même pas l'idée d'avoir, c'est plutôt l'idée de faire partie d'eux et d'activer ensuite. Et là, il y a l'idée d'agir par rapport à ça. J'aime bien Jim Quick. C'est un expert en mémoire et en comment on peut mieux utiliser nos ressources du cerveau, mais notamment autour de la mémoire. Et il dit, memory is not something you have, it's something you do. C'est vraiment être actif par rapport à ça, activer son réseau et comme tu viens très bien de l'illustrer, tu avais cette personne-là déjà dans ton réseau, elle était dans ton réseau, on peut dire avoir évidemment, mais l'idée c'est de l'activer en fait. Un peu comme toutes les cellules interconnectées, tout est grisé en fait, et la question c'est quelle connexion je vais décider d'allumer. Et c'est magique. C'est magique. C'est clair. Sébastien, quel est ton truc de la semaine? Alors, j'ai automatisé ma boîte mail. Alors ça peut paraître un peu con, mais j'en avais ras-le-bol, tu vois, d'avoir 40 000 emails pas lus, des trucs partout, des trucs pas ouverts, des newsletters, des machins. Vraiment, en fait, je me rends compte que une des façons de gagner du temps, finalement, c'est juste de pas se saturer l'esprit. Hier, au moment où on enregistre ce podcast, je me suis retrouvé au plein milieu de la journée à être paralysé par la liste de tâches que j'avais à faire et me dire j'ai trop de trucs, et pendant 30 minutes j'ai regardé ma liste de tâches en mode je sais pas quoi faire, je me sens sous l'eau avant de réussir à reprendre le contrôle et vraiment de s'être paralysé. Et en plus
de conscientiser cette paralysie et de me dire, je sais que là, je fais rien, que je regarde ma liste, mais j'arrive pas à faire quelque chose. Ça m'est arrivé tellement de fois, ça. C'est horrible. Surtout quand et vous aussi, j'imagine. Parce que des fois, tu sais, quand tu regardes un peu ta liste, t'es en mode, tu sais, comme quand tu regardes dans le vide et en fait, tu te rends compte au bout de 10 minutes, ah, en fait, mais je regardais dans le vide. Là, en fait, t'es en direct, tu vis le truc, mais t'as l'impression d'être absent en même temps. Enfin, bref. Tu sais que en fait, t'es vrai, tu constates que t'es impuissant face à cette liste de tâches. C'est ça. Alors qu'en vrai, quand je m'y suis mis, il y a des trucs que j'ai éliminés en 10-20 minutes, quoi. Ouais. J'avais une montage d'une vidéo à faire, tu sais, tu dis montage d'une vidéo à faire sur le truc, tu dis, oh là là, j'ai tellement pas envie, quoi. Franchement, j'ai mis le truc, enfin, vraiment, ça m'a pris 5 minutes à peine, quoi. Alors que, en fait, la tâche paraissait plus grosse que ça. C'est ça. Et en fait, j'ai réussi à sortir de ça avec 2 éléments. Déjà, le fait de déléguer à mon équipe. Maintenant, on a une équipe, on a aussi un super stagiaire ultra efficace qui déchire tout. Hugo, donc voilà, go big up. Donc en fait déléguer en fait les tâches, ça c'est trop bien de dire en fait je suis sous l'eau, j'ai ça, et t'as un pote qui t'appelle, qui dit bon alors t'es sous l'eau, comment attends, je peux j'ai t'aider? un tuba. Ça. Et du coup donc ça plus faire les tâches après, de me dire en fait cette tâche je peux la faire vite, je la fais maintenant, et utiliser un peu tous ces temps morts et tout ça. Finalement je m'en suis sorti. Et en fait l'espace mental est hyper important, parce que tu vois, dans cette liste tout n'était pas à faire par mois déjà. Et en fait c'est pareil pour les mails. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace mental que prend ta boîte mail, mine de rien, est assez conséquent. Sauf que moi, je suis quelqu'un, truc bête, mais par exemple, quand il reste des trucs dans mon assiette, je suis stressé, tu vois. Pourtant, je laisse toujours des petites miettes dans mon assiette ou autre, tu vois, mais par exemple, des trucs tout bêtes, mais quand je dois manger une pizza, par exemple, je suis stressé s'il me reste 1 ou 2 parts. Donc tu manges les croûtes, tu manges tout, quoi. Ah ouais, non, ouais. Enfin, moi aussi. Les croûtes, gens ça dépend. Mais c'est pas tellement une question de croûte ou pas, c'est plus une question, est-ce qu'il reste une part mangeable en entier, tu vois. Et en fait, s'il me reste une part, je me sens mal, tu vois, je me sens stressé, je me dis, je vais avoir des restes. Il faut vraiment faire un effort pour moi de me dire, non, mais on mangera demain, c'est pas grave, tu vois. Et c'est horrible. Et du coup, j'ai tendance à faire un peu pareil pour les mails ou les notifications. Dès que j'ai une pastille rouge avec marqué 258, c'est vrai que des mails, t'en as pas mal, hein, j'avais cru voir. Ouais, non, mais c'est horrible. Et en fait, je suis pas quelqu'un d'organisé. Peut-être que maintenant, justement, t'as automatisé, donc ça peut-être. C'est ça. Et en fait, il y a des gens, ils sont très organisés. Par exemple, toi, t'es rigoureux, organisé sur tes mails et tout ça. Voilà. En tout cas, t'arrives plus facilement à le faire. Moi, j'ai essayé plein de trucs. Alors, j'ai fait, bon, ok, c'est pas mon truc. Quand je vide tout mon ordi, tout ça, il y a tout le temps des choses encore dessus qui reviennent très vite. Mon bureau, c'est l'enfer. Du coup, je me suis posé la question, comment je peux me simplifier la vie, du coup, et comment faire face un petit peu à mon incapacité à m'organiser vraiment. Donc, soit déjà en déléguant et en fixant des points réguliers avec mon équipe pour savoir où j'en suis dans le travail que je dois faire, soit en automatisant des choses et en faisant en sorte qu'il y ait des choses que je n'ai plus besoin de voir. Ouais. Donc, j'ai mis en place un truc alors j'ai essayé d'abord sur Zapier, mais ça marchait pas bien. J'ai contacté Zapier pour leur dire j'arrive pas à faire ça sur l'outil. Zapier, c'est un outil d'automatisation qui est vraiment bien. Et ils m'ont répondu, alors j'étais sur le cul, ils m'ont dit, en fait, vous n'avez pas besoin d'utiliser Zapier, vous pouvez juste utiliser Gmail directement et vous faites ça. Je demande, attends, donc je suis en train de contacter le support, j'ai payé leur service premium et tout ça, et ils me disent pourquoi vous faites chier, faites-le pas chez nous. Et du coup, ça m'a renforcé, mine de rien, ma confiance envers eux, de me dire, ils essaient pas de me forcer à la vente, ils m'ont dit, on n'est pas, ça marche pas, c'est pas grave, vous pouvez le faire directement et vous prenez pas la tête à faire des trucs compliqués, tu vois. Ouais. Voilà, petite parenthèse. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur ma boîte mail, j'ai fait des systèmes de tags, ce qui fait qu'en fait, on peut créer des filtres sur Gmail. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, il y a une petite flèche à côté et vous pouvez du coup faire des recherches beaucoup plus précises. Typiquement, vous pouvez choisir de qui est le mail, quel est le type d'objet, voilà. Par exemple, si je veux tous les mails, par exemple, de Zapier, je vais mettre @zapier.com. Souvent, les boîtes, elles vont avoir un service notification @zapier.com. Ça, on peut déjà le faire. Sur Gmail, tu peux déjà trouver en fonction du non? Bien sûr, si tu fais la recherche tout de suite, en fait, si tu fais la recherche dans les messages, ça va te faire une recherche contient les mots par défaut. Ah oui. Et donc, c'est là où ça pose problème. C'est qu'en fait, dès que tu vas avoir quelqu'un qui va te parler de Zapier dans un mail, tu vas le virer, donc ça marche pas. Okay. Par contre, si tu mets tu mets vraiment l'expéditeur, en fait. Ouais, et la petite flèche permet vraiment d'avoir des requêtes affinées. Et en fait, au-delà de ça, on va pouvoir créer des filtres. On a un bouton qui s'appelle créer un filtre une fois qu'on fait une recherche. Et dans ce filtre, on va pouvoir faire plein de trucs. On va pouvoir, par exemple, appliquer des libellés, donc des tags, des étiquettes. Ça, j'ai commencé à l'utiliser aussi. Ouais. C'est super bien. Et en fait, tout le principe est là. C'est qu'en fait, on va pouvoir créer des libellés et on va pouvoir aussi filtrer et appliquer ça à toutes les conversations qui correspondent à nos critères, en fait.
Et donc l'idée c'est que j'ai fait 4 grandes catégories. Donc j'ai fait une catégorie à delete, archive, les choses où je dois prendre une décision mais c'est pas forcément urgent, et les choses que je dois faire très vite et qui sont importants, soit que c'est une requête de mes clients directs. Et quand je dis mes clients directs, c'est les gens qui sont décisionnaires et non pas les autres en quelque sorte de la boîte, et les gens de mon staff, les gens les gens avec qui je travaille, ou qui souvent quand ils m'envoient des mails, c'est des choses qui sont urgentes parce qu'on a des outils de communication instantanée, donc on réduit nos mails aussi là-dessus. Et en fait, tout va se taguer automatiquement. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de mettre par défaut des tags sur les expéditeurs. Donc, dès que j'ai un nouveau mail qui arrive, ça prend un peu de temps, hein, mais dès que j'ai un nouveau mail qui arrive et je me dis, OK, bah, celui-là, il a pas le bon tag, je vais le rajouter, le filtrer et faire en sorte que maintenant, tout le temps, il est ce tag, soit à faire, soit des choses à décider plus tard, soit archiver. En fonction de l'expéditeur. C'est ça. Par exemple, dans archiver, bah, j'ai mes newsletters, mes notifications, les rendez-vous, les reçus. Donc voilà. Et en fait, par exemple, dans archive, du coup, je vais juste aller voir mes newsletters, notifications, les rendez-vous. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir toutes les infos. Quand je prends des rendez-vous, par exemple, sur sobolto.fr, si vous prenez rendez-vous avec nous, et ben, je vais avoir une notification qui dit, un tel a pris le rendez-vous. J'ai pas forcément besoin de le voir, ou en tout cas, je peux le voir une fois. C'est pas forcément urgent parce que souvent les gens ne prennent pas rendez-vous le jour même, et quand ils le prennent, de toute façon, je le vois dans mon agenda puisque je le consulte tout le temps, mon agenda. L'idée, c'est de consulter moins sa boîte mail. Par contre, si jamais je reçois un mail de Calendly, justement l'outil que je prends pour prendre les rendez-vous, qui me dit finalement cette personne a annulé le rendez-vous, ça je vais le voir directement parce que ça va être classé en mode affaire urgent. Et donc ça, je vais le filtrer aussi. Cool. C'est-à-dire qu'en gros, dans objet, je vais mettre accepter 2 points. Donc je vais faire le filtre par rapport à ça avec Calendly et dire tout ce qui est accepté 2 points, je vais le mettre dans des choses que j'ai pas forcément besoin de voir. Mais s'il y a marqué refusé, ça veut dire que la personne refusé 2 points, ça veut dire que la personne a annulé le rendez-vous. Donc ça, il faut que je le vois parce qu'il faut que je puisse avoir l'info, et pour pas perdre éventuellement le contact, je puisse le recontacter et lui proposer de refixer un rendez-vous. Ouais, je vois très bien. Voilà. Donc ça prend pas mal de temps, mine de rien. Mais l'avantage, c'est quoi? L'avantage, en fait, c'est que ta boîte mail, elle se vide toute seule. T'as que les trucs importants, et une fois que t'as fini, t'as 2-3 mails, tu es archivé, c'est fini. Comment t'as fait? T'as regardé un tutoriel pour faire ça? Ouais, j'ai suivi pas mal de formations. J'ai trouvé une formation payante un peu complexe sur Zapier. Il y avait rien qui marchait, donc j'ai un peu. Et Gmail, t'as fait comment t'as trouvé? Là, c'est que avec Gmail ce que tu fais là? Ouais. Mais en fait, à la base, c'était avec Zapier que j'essayais. Et là, tout ce que tu fais là, est-ce que avec seulement Gmail, les gens qui nous écoutent peuvent le faire? C'est-à-dire que seulement Gmail, on peut le faire. Alors sur les autres messageries, je sais pas trop. Mais ouais, du coup, moi, je vois qu'il y a des vidéos apparemment sur YouTube. Ouais. C'est vraiment bon. Après, si ça vous intéresse, vous me dites, on fera peut-être un cours dessus sur Systemator. Mais c'était vraiment intéressant parce que c'est le genre de contenu. Il faut des vidéos pour le voir. Mais en tout cas, c'est génial parce qu'au final, la liberté d'esprit quoi. Alors après, du coup, ça demande de rechanger un peu sa façon de voir de gérer ses mails, parce que du coup, tu dois plus être dans la boîte de réception, mais aussi aller une fois par jour ou tous les 2 jours, aller dans les gros dossiers, les choses à décider. Voilà, ce genre de choses, et voir est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées ou autres, et puis après les trier tout simplement quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. Et non, c'est chouette là, tu vois, j'ai plus que 13 emails dans mon inbox, et en fait pareil, quand tu reçois en fait un mail par défaut, il est tagué boîte de réception, et en fait si sur un mail que tu as dedans t'enlèves le boîte de réception, d'où le bouton qui s'appelle archive de base, en fait ça enlève ce tag là, et ça fait qu'il n'apparaît plus dans ta boîte de réception. Et juste ça en fait ça permet de vraiment filtrer les infos, et après faut prendre l'habitude de le faire et de le gérer à notre façon quoi. Et de gérer aussi ce qui est important et urgent. Ça c'est aussi très important, et tous les trucs qui sont non importants, non urgents, ou qui sont juste des reçus ou des choses que je dois archiver, hop, on les met dedans. Les reçus de carte bancaire ou de PayPal, ce genre de choses, un peu au truc de la semaine. Super. Et puis on a quelque chose en commun cette fois, mon cher Wesley. Même 2 choses, on va essayer d'être résumé quand même. En fait, la première chose s'appelle Productivore. Nous avons monté du coup un petit meet-up sur Lyon, donc un petit événement qui permet en fait aux gens de se rassembler. Pour moi, c'est les jeudis matins. Et en fait, l'idée c'est que on applique, vous savez, on a fait un épisode sur les cycles de travail. Et en fait, on applique cette méthode mot pour mot quoi. Ouais, c'est trop bien. Franchement, on a eu combien de personnes? On était 3 plus 3 ou 4 personnes en plus, ouais. On était 6 au total. On était pas mal. On était 6 en total, ouais. Oui, 6 plus, ouais. On avait quelques personnes, et on a pu recevoir les feedbacks, les 2 tiers, donc 2 sur 3
même les 3/4, hein, si on prend Hugo aussi, étaient positifs. Il y en a un qui était moins. Après voilà, ça dépend de chacun, hein. Mais c'est plus, en fait, c'est plus une question de personne. En fait, le problème, c'est pas la méthodologie, c'est plus le rapport de la personne à la méthodologie. Ça me fait même penser à une autre personne encore qui était pas là, qui me dit, ah, mais moi, je pourrais pas bosser avec un chrono, ça me stresse trop. Mais tu vois, c'est pareil que dire, ah non, mais moi, le nom, je peux pas recevoir un rejet, donc je demanderai. Mais t'as même pas goûté les petits pois dans l'assiette, quoi. Tu vois, je peux pas dire que t'aimes pas. Et surtout, c'est même pas une question d'aimer ou pas aimer, mais c'est que ça marche, quoi. Tu vois, si tu manges les petits pois, tu vas te sentir mieux. Et Productivore, c'est pareil. Et là, par exemple, que cette personne-là en a retiré, donc là, je reviens à notre événement, la personne qui a pas trop kiffé, elle m'a quand même dit un truc, c'est très intéressant. Si elle en retire une chose, finalement, c'est le fait d'être davantage consciente de la manière dont elle bosse et de savoir sur quelle tâche elle bosse exactement. Et je dirais que ça commence par là. C'est vraiment se dire, OK, je vais bosser. Mais le fait d'avoir ce petit protocole, de le suivre, et un peu comme quand on va prendre l'avion, il y a tous ces check-in à passer. Bah, on est sûr qu'il y a ce filtre-là. Et quand on y va, on est sûr qu'on embarque pour vraiment se concentrer, et se mettre en mode avion et aller dans une direction seulement. Voilà, on peut pas. C'est difficile de faire de la merde, de partir dans tous les sens quand t'as tous ces check-in. Parce que tu te poses des questions à toi-même. Ok, qu'est-ce que je veux faire exactement? Pourquoi je veux faire ça? Est-ce qu'il y a des risques d'être distrait? Quel est mon niveau d'énergie? Je me sens comment au niveau de l'humeur? Comment est-ce que je peux améliorer ça? Et boum, on commence à bosser. Et c'est finalement ces contraintes apparentes, c'est beaucoup plus de liberté et en tout cas d'efficience même dans le travail. Donc je vous invite vraiment à tester ça. On a une première version, un premier modèle qui est en ligne. Seb, comment les gens peuvent demander ça? Le mieux, c'est de venir sur notre chat. Ouais, c'est ça. Et de nous en parler et on vous le partage. J'ai envie de faire une vidéo tutoriel. Alors, je vais pas trop m'avancer mais on va améliorer ça pour faire en sorte peut-être que vous puissiez l'utiliser sans avoir à venir à nos sessions parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas à Lyon, vous êtes peut-être que vous pouvez seulement bosser de chez vous, même si vous êtes à Lyon. Donc voilà, le rendre accessible au plus grand nombre. En tout cas, c'est aussi notre objectif pour créer une communauté sur Discord, c'est d'essayer de trouver des gens qui ont un peu cet intérêt sur la productivité en commun. Donc c'est pour ça qu'on en parle aussi, de vous invite à faire franchir le pas, à venir nous voir. Et pourquoi pas vous donner les clés pour organiser vos sessions aussi dans vos villes. Ouais, ça serait vraiment cool. Ouais. Différentes personnes. Nous, on a déjà tout créé, tous les templates, même pour les événements. On peut même un petit peu vous aider à gérer la com et faire ce genre de choses. Idée, ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On est open. Et puis, si vous êtes sur Lyon, le prochain, c'est ce jeudi, date d'enregistrement d'épisode du coup. Ce jeudi, donc vous aurez l'épisode si vous écoutez la semaine de sa sortie. Voilà, et vous aurez les informations. Alors, on est un groupe Meetup qui s'appelle donc Meetup, c'est un site sur lequel on peut trouver pas mal d'informations sur les événements qui peuvent avoir lieu dans les différentes villes. Et ce groupe Meetup, vous mettez meetup.com/somolto, SOMOLTO, et vous retrouverez un petit peu les informations dessus. Et voilà, vous aurez un peu tout ça et vous pourrez venir y participer, essayer. Voilà un peu pour cet événement. Et puis deuxième chose, c'est le site web et un peu la refonte graphique de Systemator. On s'est lâché là, mon cher Wessel, on a un peu fait un truc à l'américaine. Bravo à toi, Seb. Et le site marche. Je pense que c'est le plus important parce que c'est un peu le running gag qui se termine de Systemator. En tout cas, j'espère qu'il va se terminer. Mais a priori, c'est bon. En gros, donc on a refait ce site-là. Vous avez vraiment un bouton pour nous rejoindre sur Discord. Vous avez les liens pour écouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer Podcast et YouTube. Sachant que si vous utilisez notre plateforme, vous pouvez chercher Systemator directement. A priori, si vous êtes là, vous savez comment. Vous avez déjà trouvé le podcast, mais les gens un peu hipster, par exemple Google Podcast, je savais pas que ça existait. Apparemment, on est dessus, donc c'est incroyable. C'est magique, hein, les podcasts. Autant YouTube, c'est super simple, et puis en plus c'est gratuit. Autant les podcasts, ça l'est moins. Ouais. Mais vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Il y a un petit player dessus. Vous avez une petite histoire fondatrice, un peu à la Apple où on commence dans le garage, tu vois. C'est ça. Avec Wesley, avec nos petites têtes. Et puis surtout, vous allez aussi avoir tous les produits qu'on a fait avec le Systemator Academy. Donc notamment la demi-journée de coaching pour trouver son pourquoi. Ça vous intéresse, vous pouvez toujours y accéder. Et tous nos produits à l'avenir, Systemator, nos cours ou les petites choses qu'on va mettre en place seront dessus, nos ressources aussi. Certaines seront gratuites, certaines seront payantes. Voilà, donc ça sera dessus. Systemator.tech.
voilà. Puis pour la refonte, on peut peut-être en parler 5 minutes, mais en fait, ça paraît travailler, lécher et tout. En réalité, je crois que la nouvelle pochette et le nouveau design m'a pris 3 minutes à faire, quoi. Comme quoi, hein. Ouais. Donc, petit secret de fabrication. Alors, nous, on a un abonnement avec Somolto à FreePic et Flaticon, qui sont des ressources graphiques super top. Ça nous coûte 100 € par outil, je crois, quelque chose comme ça, ou 150 € les deux par an, ouais. C'est vraiment sympa. Par contre, il faut savoir utiliser le logiciel graphique type Illustrator et Photoshop. Donc moi, bon, je sais manier. Je suis diplômé en graphisme, voilà. Et du coup, je sais les utiliser. Et puis surtout, Wesley, parce que tu sais, toi, Wesley, t'as des types de cheveux un peu chiants, détourés, quoi. Quand t'es un graphiste et qu'on t'envoie une photo, on te dit, ouais, détourne ça. T'as juste envie de tuer le mec, même si tu le connais pas. C'est pas du racisme, hein, c'est du... Exactement. Non, c'est pas du racisme, mais moi, c'est pareil, parce que des fois, là, sur la photo que j'avais, de cheveux où les cheveux partaient un petit peu et tout, donc c'était un peu chiant. Et là, Wesley, un de mes collègues m'a parlé d'un site incroyable qui s'appelle remove.bg. Tu mets ta photo, t'appuies sur entrée, ta photo est détourée. Ouais, je connais pas celui-là, mais je sais que ça existe. C'est incroyable. C'est trop bien, quoi. Donc, en fait, si tu veux... C'est comme les shampoings afro, quoi. C'est la même révolution. C'est ça. Alors, je ne sais pas, mais en gros, si jamais... ça fonctionne aussi qu'un système de crédit, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais tu veux ta photo en haute résolution détourée, là, tu dois payer, mais c'est vraiment pas cher, quoi. Tu vois, c'est genre 23 centimes par image, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher. Si vous faites beaucoup de détourage, vous allez gagner un temps incroyable. Monstrueux, ouais. Mais non, mais c'est indescriptible. Et la précision est c'est gratuit énorme. ou c'est payant? Tu peux l'utiliser gratuitement. Moi, j'ai utilisé en gratuit. Ah oui, mais après, au bout d'un certain nombre d'images, c'est pas tellement ça, c'est la résolution en fait des images. Par exemple, nos photos, c'est des grosses photos normalement. Bah là, on a une résolution de 500 par 500, mais au final, ça passe, tu vois. Sur une pochette de podcast, écoute, tu vois le truc en petit. Si j'ai dû faire une petite retouche au niveau, par exemple, de mes cheveux ou de mon bras, parce que mon bras est coupé sur la photo que j'ai prise, donc voilà. Mais ça c'est un peu le principe de base. Et en fait, tout ça m'a pris vraiment quelques instants à faire, quoi. Et donc, comme quoi, il y a des outils incroyables. Pareil, il y a un outil que j'ai trouvé fabuleux. Il y a un outil, en gros, tu rentres un peu des infos sur ce que tu fais. Et c'est prendre marque, je crois que c'est comme ça, l'outil. Ça te génère des logos. Et en fait, c'est plutôt bien fait, quoi. Ça te génère une identité graphique. Et t'as juste à payer le truc que tu veux. Ça a plein de choix. Et en 5 minutes, t'as tes logos. Et en fait, on se rend pas compte, mais il y a tellement d'outils comme ça qui arrivent et qui changent tout. Alors, je dis pas forcément qu'il faut passer que par ça, parce qu'effectivement, si t'es un graphiste, ça sera beaucoup mieux. Personne ne va écouter tes besoins, ce que tu as besoin de faire, etc. Mais quand on est sur des projets un peu en après-journée comme Systemator, qui sont pas rentables pour nous parce qu'on passe plus de temps à en faire que d'argent qu'on gagne dessus, en fait, tu cherches quand même un peu d'économie malgré tout, et ça te permet de faire des choses quand même qui sont sympas, dans lesquelles tu es fier de présenter, et sans pour autant investir de l'argent, quoi. Parce que le logo Systemator, je crois que c'est Canva, avec Canva que tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste une police d'écriture. Ouais, il est tout simple, finalement, il passe plutôt bien. Et puis le reste, il déchire, c'est clair, il déchire de ouf. Et puis voilà, nos deux photos, j'ai pris ta photo de Facebook sans te demander, et puis la mienne, et puis hop, c'est parti. Et le fond, voilà, on est dans l'espace, quoi. C'est ça. Donc voilà un petit peu, ça peut peut-être vous intéresser. Pareil, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous écoutez sur YouTube, c'est dans la description de la vidéo. Et oui, et on a automatisé ça aussi. Et ça, c'est trop bien. Trop bien. Alors, c'est un peu plus moche qu'avant, mais quand t'as le texte qui est tronqué, faut faire gaffe, quoi. C'est ça. Bon, il y a eu un petit fail la dernière fois. Mais effectivement, sur YouTube, on a le texte qui est... nos podcasts, du coup, qui sont automatisés aussi dessus. Et ça nous fait gagner quand même, mine de rien, un peu de temps. C'est cool. Et au final, mis bout à bout, sur un projet, on va dire, un peu... totalement... j'ai envie de dire bénévole, où on gagne... Secondaire, en tout cas. Ouais, voilà. Secondaire pour tous. Sur lequel on gagne pas grand-chose. En fait, c'est cool parce que ça nous permet juste de garder le kiff, quoi. Le kiff, c'est l'enregistrement des podcasts. Leur préparation, bon, ça dépend des fois. Des fois, c'est un peu compliqué. Genre, Airbnb, c'était un petit peu compliqué parce que reprendre tout un livre et le résumer, c'est quand même du boulot. Mais sur un épisode comme celui-là, voilà, c'est quand même un kiff d'essayer de parler de ce qu'on fait, de vulgariser, de développer un peu ça. Ouais. Et voilà un petit peu les choses qu'on avait envie de partager aujourd'hui. Voilà, allez faire un petit tour sur le site, c'est l'occasion. Systemator.tech. Profitez qu'il marche, quoi. Yes. Peut-être pour peu de temps. Non, je rigole. Mais ça va le faire. Si vous écoutez en 2023, par contre, on ne peut pas garantir, on ne sait pas. Mais si, on sera là. Si, allez, on sera là. Ouais. Paris est Sony. En tout cas, on est là aujourd'hui. 300 à tenir, ça va. Et merci à vous d'être là. Yes.
Voilà, voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Pas mal d'informations dans les notes de l'épisode, hein, le TED Talk, le site rimo.bg et le groupe Meetup qu'on utilise. Si jamais vous voulez rejoindre les cycles de travail, allez également sur notre Discord si vous voulez rentrer en contact avec nous. Et pourquoi pas organiser des sessions de travail vous aussi. C'est un peu le Sprint Master. C'est aussi bien pour le réseau d'ailleurs. Ça permet de rencontrer Carrément. des gens. Ouais. Et voilà. Donc si cette problématique de dev perso et de productivité vous intéresse, rentrez en contact avec nous, on sera très, très heureux de discuter avec vous. Voilà, mon cher Wesley, nous allons nous laisser ici et puis on se dit à la semaine prochaine. Ça marche. À la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.